Bon après-midi tout le monde et merci de vous joindre à nous pour ce webinaire sur le défi cultiver l'innovation d'ici. Je suis Dr. Jeffrey Cool, je suis responsable des initiatives stratégiques pour la Fondation de la famille Weston et je suis intimement this initiative. Before I dive into some of the details and the challenge and get, les détails du défi. I want to let you know that firstly, this webinar is being conducted both in English and in French. I also want to let you know that a lot of the information, in fact, most of the information. La plupart d'entre elles que nous allons passer dans le webinaire d'aujourd'hui est disponible sur notre site web www.déficultiverlinnovation.ca. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sur le site. Et en plus de cela, vous pouvez aussi poser des questions dans ce webinaire. Et comme nous avons fait par le passé, on va faire tous les efforts pour répondre à toutes les questions. Donc, si vous avez une question, utilisez la fonction chat, clavardage dans Teams pour soit créer une question ou pour aimer, like une question de quelqu'un d'autre. Il y a aussi une fonction de questions et réponses sur cette plateforme, mais nous l'avons désactivée pour cette fois-ci. Donc, la seule façon que vous pouvez poser des questions, c'est en allant dans la boîte de clavardage. Donc, l'objectif d'aujourd'hui est de se concentrer sur la phase Shepherd du défi cultiver l'innovation d'ici, la date limite pour cette phase-là. Shepherd, c'est le 20 décembre 2022, donc il reste un mois. A very important deadline because it really is the last opportunity to get into the homegrown innovation. De pouvoir participer dans le défi, comme je vais expliquer. Dive deep into the requirements for the Shepherd phase. We won't cover the scaling phase in as. Allons pas aller dans autant de détails sur l'autre phase qui suivra. Nous allons nous concentrer sur les détails de cette phase Shepherd. Donc, si vous sentez qu'on a you think is important, particularly in the run-up to the December 20th deadline, again, please go ahead. D'ici le 20 décembre 2022, mettez toutes vos questions dans le clavardage, dans le chat, et nous allons essayer d'y répondre d'ici la fin du webinaire aujourd'hui. Donc, je vais commencer aujourd'hui, comme je fais toujours, en passant en revue notre énoncé. Donc, on demande, le défi cultiver l'innovation d'ici demande aux innovateurs de créer, livrer un système prêt à être commercialisé pour une production de petits fruits hors saison fiable, durable et concurrentielle à grande échelle au Canada. Comme vous voyez, nous sommes très flexibles en termes de comment les innovateurs atteignent cet objectif. On veut juste que quelqu'un arrive à combler ce défi d'ici la fin du défi en 2028. Ce n'est pas pour combler le défi d'ici la fin de la phase Shepherd, bien sûr. On cherche un système qui est prêt à commercialiser et qu'on puisse grandir d'ici la fin 2028. On veut avoir quelque chose de durable du côté environnemental et quelque chose de concurrentiel aussi. C'est-à-dire que vous pouvez produire des petits fruits et ultimement d'autres fruits et légumes au même prix et à un prix de vente similaire à ceux d'autres marchands dans d'autres pays. C'est ultimement ce qu'on essaie d'atteindre ici. L'impact que nous cherchons. Dependent for fruits and vegetables. And that means producing more, extending the growing season and doing it at a much reduced cost so that we can. De cultivation et de réduire les coûts pour qu'on puisse concurrencer avec les producteurs étrangers.
Tel que noté, la phase Shepherd est la deuxième phase dans ce défi et la date limite est le 20 décembre 2022. On avait une phase initiale qui était la phase Spark. Cette date limite est déjà passée. Nous avons déjà déployé 15 on a octroyé 15 subventions à travers le Canada. Donc, l'utilisation du financement à l'étape de la phase Spark était vraiment pour construire vos équipes, de travailler sur la conceptualisation. Nous pensons, nous croyons qu'en fait, on pense à cette phase-ci, Shepherd, comme étant le début du vrai défi. Donc, on va voir jusqu'à 1 million de dollars octroyés à jusqu'à 10 équipes. Donc, c'est supposé pour soutenir à petite échelle la preuve de concept de vos systèmes pour jusqu'à 18 mois. À la fin de cet intervalle de 18 mois, nous allons réévaluer les progrès, les avances faites par chaque équipe. Et on va essayer de prendre le pouls du potentiel de la technologie. $1 million each to those teams to facilitate the scaling Faciliter l'agrandissement de ces innovations for pour s'assurer qu'elles sont commercialisables et pour s'assurer qu'elles sont prêtes à utiliser pour la production de petits fruits et ultimement d'autres. Once again, if you do not receive Shepherd funding, you cannot receive scaling funding, nor can you receive the two $1 million awards that Vous ne pouvez pas recevoir non plus les prix de 1 million de well as on the scaling phase. Please check out our website at the URL I mentioned at the beginning of this. web avec le URL que j'ai mentionné au début de ce webinaire. À ce point-ci, j'aimerais inviter mon collègue, Dr. Lucas Alexandrovich, qui est responsable de programme. Il va vous passer en revue les détails sur cette phase. Le formulaire de demande pour cette phase-ci et ce que nous attendons en termes des détails. Je vais vous passer la parole, Lucas. Super, merci beaucoup, Jeff. Pour commencer, je vais expliquer comment vous pouvez postuler. Commencer. Nous acceptons des demandes en anglais et en français. Et cela va changer la proposition pour les demandes en langue anglaise. On utilise un portail et on a le lien ici à votre droite à l'écran. C'est très facile à utiliser. C'est un système qui s'appelle Smart Simple. Et si vous l'utilisez pour la première fois, vous devez créer un compte et ensuite vous pouvez accéder à notre notre formulaire de demande en ligne. Pour les demandes en langue française, c'est assez similaire. Nous allons demander à ce que vous envoyez un document Word qui suit le format de l'échantillon, de formulaire d'échantillon que nous avons publié sur notre site web en français et nous allons manuellement l'importer dans notre système. Malgré les différentes voies de soumission des différentes demandes en langue anglaise et en français, on va traiter les langues de la même façon dans les prochaines étapes et dans l'évaluation, l'étape d'évaluation. Prochaine diapo. Donc, pour faire un survol de la proposition, nous avons plusieurs sections différentes. La plupart d'entre elles sont assez faciles à comprendre et brèves. Et donc, on demande quels sont les membres de vos équipes, qui êtes-vous en tant que collaborateur, vos co-postulants aussi. On demande des informations démographiques sur l'équipe. La section sur la diligence raisonnable va en plus de détails sur les partenaires non qualifiés, donc dans l'industrie, dans le secteur. Donc, un peu plus d'informations sur ces personnes-là. La section Votre solution, c'est probablement la plus grande de la demande. Donc, ici, on voit vraiment la chair de la demande. Ça va... donc, ici, vous parlez de votre solution, à quoi ça a trait. Donc, on a une section rapport d'impact. On demande un peu plus de contexte sur votre équipe.
depuis combien de temps vous travaillez ensemble, et si vous avez déjà fait des demandes pour d'autres prix par le passé, votre expérience dans la technologie agricole, par rapport à d'autres disciplines, juste pour avoir une meilleure idée de qui vous êtes, qui sont les gens qui postulent pour ce défi. Donc, on demande aussi des jalons pour le projet et comment vous allez organiser le prix, votre financement du prix Shepherd et le financement que vous allez recevoir. Et dans la section de budget, il faut décrire qu'est-ce que vous allez demander et pourquoi. Et dans la dernière section, on demande la signature de tous les partenaires dans votre proposition. En langue française, ça suit un format très similaire. On fait juste condenser certaines sections parce que le format est légèrement différent, mais l'information est pareille dans les deux demandes, en langue anglaise et en français. Donc, prochaine diapo. Juste pour vous dire, signaler quelque chose ici. Vous allez travailler avec toute votre équipe, mais évidemment, il y a deux sections où on va vous demander de donner plus d'informations sur les membres. La première partie, c'est le sondage des données démographiques. En tant que fondation, on veut connaître les membres de notre communauté, la diversité des postulants qui demandent du financement et nous allons envoyer un sondage à chacun des membres de l'équipe qui sont numérotés sur votre demande. Et donc, le sondage est optionnel, c'est facultatif. On va vous demander à vos équipes, quelqu'un dans l'équipe le remplisse pour nous et ça n'a pas d'impact si vous sur l'évaluation de votre proposition. Donc, l'autre partie, c'est la diligence raisonnable. Ici, on demande plus d'informations sur les partenaires de l'industrie, donc les commerces, donc un peu plus de détails sur le commerce, le nombre d'employés, où ils sont basés. Donc, on va vous demander d'inscrire les gens dans votre équipe et qui remplissent ce questionnaire. Ça fait partie de la proposition. À ce point-ci, pendant la soumission, nous ne demandons pas trop d'informations. C'est juste des bases, le nom de l'entreprise, le nombre d'employés, ce type de choses. Donc, veuillez noter que si on vous octroie un prix, on peut revenir pour demander davantage d'informations sur les entreprises qui font partie de votre proposition, juste pour faire plus de diligence raisonnable. On veut pas on veut pas prendre trop de votre temps à court terme, mais on peut revenir plus tard si on vous octroie un prix. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en gros, la demande et l'information que vous soumettez sera identifiée et évaluée selon 5 critères qui sont aussi inscrits sur notre site web. Le premier, c'est l'alignement de votre si votre demande répond en fait à la demande, au défi, à quel point votre proposition aligne avec les métriques. Et donc, le deuxième, c'est la réalisation technologique, donc les différents niveaux de technologie, quels écarts on comble ici et comment ça se compare au grand marché. Le troisième critère, capacité de l'équipe, quelle capacité vous avez et est-ce que vous allez pouvoir livrer sur la mise en œuvre de votre proposition. Le quatrième critère, viabilité commerciale. Ici, on demande plus de détails sur les différents utilisateurs finaux, donc les parties prenantes plus loin dans les tuyaux et comment la solution aligne avec leurs besoins. Donc, on parle de détaillants, des consommateurs et aussi les agriculteurs ici. Donc, la solution ici, en fait, ça s'aligne avec ces utilisateurs finaux. Et donc, la dernière chose, on va demander on va poser des questions sur la durabilité environnementale et à quel point votre solution et vos pratiques de cultivation se comparent aux pratiques actuelles qui existent et on espère que ce soit meilleur et on demande ici des points positifs et négatifs de votre solution. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
Dans cette diapo et dans la prochaine, je veux vous pointer, je veux parler de plus de détails, des plus grandes parties dans la proposition. Et donc ici, on demande un maximum de 4 pages qui décrit votre plan pour mettre en œuvre et passer à des essais de votre technologie et aussi pour l'agrandir, agrandir votre solution de technologie pendant le défi. Donc, le premier de ces chargements de 4 pages, c'est votre plan technologique. Donc, c'est qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 18 mois avec le 1 million de dollars pour exécuter votre technologie. Et donc, il y a 4 critères ici. On demande des critères de faisabilité, comprendre les différentes composantes de votre solution, comment elles fonctionnent ensemble et comment on va répondre au défi de prolonger la saison de cultivation. On demande des détails sur la phase de développement, donc quelles composantes de votre solution ont déjà été innovées, le travail qui a déjà été fait, les différents niveaux des composantes, et s'il y a un IP existant et qu'est-ce qui doit être développé encore, quels sont vos objectifs d'innovation et qu'est-ce que vous allez faire pendant l'année qui suit. Ensuite, on va demander des activités spécifiques pendant la phase Shepherd, les plans que vous avez, aussi les jalons et les livrables pendant cette période et comment cela va vous préparer pour la prochaine phase du défi, l'étape d'agrandissement où on va octroyer 5 millions de dollars à chaque équipe et aussi que vous nous fassiez un survol des risques et des stratégies d'atténuation de ces risques-là. Si vous avez une approche qui à grand risque, nous, ils sont les bienvenus. Mais si vous pouvez juste décrire les différents défis et comment vous allez les contourner et surmonter à ces différents obstacles, voilà, c'est ça. Donc, la manière dont vous allez utiliser la technologie et les moyens qu'on va prendre pour qu'à la fin du programme, cela bénéficie au plus grand nombre de Canadiens possible. Donc, dans cette section, on va vous demander sur la structure de vos coûts, euh, euh, quels sont les coûts qui résultent de votre plan et des résultats de votre culture. Ça va se manifester en différents résultats sur le marché. On va aussi parler à des différents compétiteurs et voir quels sont les avantages clés et quelle valeur ajoutée vous avez comparé à ces compétiteurs. On va demander par rapport à votre plan de mise sur le marché et ce que vous allez faire lors de la phase Shepherd au cours de cette année et demie et comment vous allez échelonner votre plan pour échelonner et comment votre technologie elle-même va être échelonnée jusqu'à ce qu'elle soit acheminée vers les utilisateurs et encore pour bénéficier aux Canadiens. On va aussi demander quel est votre plan pour atténuer les risques, quels sont les risques aussi, euh, quelles sont les mesures vraiment de mitigation pour ces risques-là. On va aussi vous demander si vous conduisez des consultations, si vous menez des consultations ou des études de marché pour l'élaboration de ce plan, que ce soit avec des cultivateurs, des consommateurs, des distributeurs, et comment, comment ils réagissent face à vos plans. J'aimerais aussi parler de la partie sur le budget, qui est aussi très important pour votre succès. On demande que le budget soit divisé en un minimum de tranches qui sont euh, vraiment liées aux jalons qui font partie de votre plan. Mais encore une fois, c'est pas obligé d'être une division simplement en deux parties. Ça peut être modulé selon vos besoins pour votre projet.
Par rapport au coût, on est très flexible par rapport à l'utilisation du financement. La seule restriction, c'est au niveau de l'investiture. S'il y a des édifices ou du terrain qui est acheté, il peut y avoir des restrictions selon votre statut. Donc, pas de soutien aux dépenses d'investissement des collaborateurs. Notez que la manière dont chaque élément contribue aux objectifs du défi doit être claire. Il y a un petit astérix en bas qui souligne que s'il y a des collaborateurs qui ont besoin d'acheter des morceaux d'équipement et qui représentent des investissements clés pour la réalisation du projet, euh, ce n'est pas... c'est une exception. Il y a un maximum de 10% de frais généraux sur le total, donc 100 000 $. Vous pouvez demander vous pouvez faire certaines demandes, mais ça doit être compris dans ce 10%. Alors qu'on ne demande pas de manière mandataire, de manière obligatoire, des contributions en espèces ou en nature, and support, in-kind contributions, or cash seront considérés comme renforçant la demande. Et les tranches selon lesquelles on demande que vous divisez votre budget doivent correspondre à votre budget total. Donc, si vous dites que vous avez besoin de 300 000 pour commencer et 700 000 pour une deuxième tranche de financement, vous n'êtes pas obligé de faire les divisions selon les catégories de budget comme infrastructure, coûts de fonctionnement, etc. Oui, j'allais faire une distinction. Merci Lucas pour cette première partie. Moi, je vais entamer sur quelques aspects plus administratifs du défi. Mais avant de commencer, j'aimerais rappeler à tout le monde que si vous avez des questions par rapport à comment utiliser et accéder au formulaire d'application, ou si vous avez des questions par rapport à ce que vous devriez inclure dans votre plan de 4 pages, que ce soit de mise en œuvre ou les autres plans, vous pouvez mettre vos questions dans la section de clavardage, dans le chat, et on va pouvoir y répondre. Et je pense que tu es d'accord, Lucas, que la plupart des autres webinaires qu'on a fait, la valeur de nos webinaires sont vraiment très reliées à la section questions et réponses, parce qu'on cherche vraiment à fournir de l'information qui est peut-être pas claire sur notre site web, ou parfois il y a des nuances pour lesquelles on veut plus d'approfondissement. Notez que notre collègue Emma est en train de recueillir toutes ces questions-là et on va pouvoir y répondre dans quelques moments. Je vais continuer avec quelques diapositives avant cette section de questions et réponses. Je voulais parler un peu de trois éléments sur lesquels on reçoit beaucoup de questions. Premièrement, comment est-ce qu'on fait pour évaluer et juger ces applications une fois qu'on les reçoit? La réponse, c'est que il y a deux étapes principales. La première étape, c'est une évaluation de la part d'experts indépendants. On les recrute à travers le monde et ils peuvent être qualifiés dans les fermes, les pratiques fermières à ciel ouvert. Ils peuvent être plutôt du côté de l'ingénierie des aliments. Mais on va toujours avoir au moins 3 évaluateurs indépendants qui vont évaluer chaque application que l'on reçoit. Leurs évaluations et leurs scores qu'ils attribuent
et ensuite enregistrer dans la diapositive que je vais démontrer ici. Vous voyez ici une photo de Dominic Barton, qui est le président de notre groupe, notre conseil d'évaluation. Et cette équipe donne effectivement un avis sur qui devrait recevoir les sommes dont on parle aujourd'hui. C'est important de le souligner parce que nous qui sommes ici avec vous aujourd'hui ne sommes pas ceux qui prennent les décisions finales. Nous, notre rôle, c'est simplement de vous aider à fournir des demandes de qualité et des demandes complètes. Donc, encore une fois, si vous avez besoin d'aide pour votre application, si vous avez besoin d'aide pour construire votre équipe, vous pouvez nous rejoindre via notre site web sans problème. Le prochain sujet, c'est que nous avons beaucoup de questions au sujet des droits de propriété intellectuelle qui découlent du défi. Donc, la première chose à dire là-dessus, c'est que notre fondation ne s'intéresse pas à la propriété intellectuelle qui découle de la participation au défi. Comme toutes les activités de la fondation de famille Weston, il s'agit d'une bourse charitable. Il n'y a pas de retour sur investissement, il n'y a pas d'attente et il n'y a pas d'accès privilégié aux technologies qui sont développées à travers le financement. Il s'agit d'une bourse pure. Nous nous attendons à ce que le donateur reconnu, c'est-à-dire l'organisation principale, apporte les contributions novatrices à la propriété intellectuelle. Ça, c'est une attente que nous avons. C'est important que les donateurs apportent des réelles contributions novatrices, comme j'ai dit. On n'est pas intéressé à attribuer ou reconnaître des donateurs à des organisations qui nous sont favorables ou avec qui nous avons déjà des liens. Donc, c'est très neutre comme processus. La seule demande que nous avons par rapport à la commercialisation de ce travail, c'est de mettre le Canada comme une priorité. C'est-à-dire que la commercialisation au Canada des aliments produits à l'aide de cette technologie doit vraiment être au centre. Il est important de commercialiser les aliments au Canada et si le projet ne démontre pas qu'il fait ceci, on peut voir des pénalités. On est vraiment centré sur le bien-être des Canadiens et Canadiennes. On veut qu'ils et elles puissent bénéficier des produits qui sont créés à travers notre financement. Donc, pour réitérer, si vous souhaitez avoir un collaborateur qui est une compagnie pour profit qui vient d'un autre pays, si vous avez un collaborateur qui est basé au Canada ou ailleurs, et voilà. Je sais que c'est un peu complexe, donc si vous avez des questions ou si vous avez besoin de certaines précisions, n'hésitez pas à nous poser des questions via le chat. J'ai mentionné quelques fois ce concept de donataire qualifié, les donataires reconnus.
nous sommes requis en tant que organisation de vraiment qualifier les donataires comme des établissements académiques, des organismes de bienfaisance, des municipalités, des entités gouvernementales. Pour la discussion d'aujourd'hui, je vais définir de manière générale les donataires reconnus ainsi. S'il s'agit d'une entité à but non lucratif, ça fonctionne tant que c'est un organisme enregistré. Si vous allez sur le site web de l'Agence du revenu Canada, vous pouvez rentrer le nom de l'organisation pour voir si elle est enregistrée, donc pour vos partenaires dans ce cas-ci. Il y a eu une volonté d'inclure des organisations à but non lucratif qui ne sont pas un organisme de bienfaisance enregistré. Il peut y avoir des exceptions. La fondation de la famille Weston peut, avec les subventions de la fondation, les donataires reconnus peuvent procurer des biens et des services auprès des entités à but lucratif au prix en vigueur sur le marché. Donc, on n'empêche pas le transfert de ces subventions vers des organismes à but lucratif, mais encore une fois, il faut que ce soit par rapport au prix en vigueur sur le marché. On encourage la formation d'équipes d'innovation multidisciplinaires qui comprennent à la fois des donataires reconnus et des donataires non reconnus. On pense vraiment que les équipes qui vont se retrouver à remonter ce défi vont être capables d'avoir une bonne représentation de différents organismes à travers leur réseau et leur équipe. Vous pouvez avoir plus qu'un donateur reconnu, mais vous ne pouvez pas en avoir plusieurs donataires non reconnus. Donc, bien que les contributions en nature et en espèces ne sont pas obligatoires, l'existence de l'une ou de l'autre de ces contributions pourrait avantager une candidature à la phase Shepherd. L'avant-dernière diapositive, avant qu'on arrive dans la section questions et réponses. La fondation de la famille Weston a reçu plusieurs commentaires et questions de la part de plusieurs groupes. Donc, on a parlé à des personnes qui étaient sur le comité d'évaluation et on trouve qu'il y a au moins 4 différents points qui reviennent souvent et c'est des questions qui reviennent. Donc, la première chose importante à noter, c'est que nous cherchons des solutions transformatrices et nous n'avons pas peur du risque. On aime les idées novatrices, on aime les idées folles, on aime les idées novatrices tant aussi longtemps que ce sont des idées qui pourraient devenir des solutions, des produits qui peuvent atteindre nos objectifs. Ne vous inquiétez pas que votre plan soit perçu comme un plan risqué. Vous devez avoir un plan pour mitiger les risques, mais nous n'avons pas peur du risque à notre fondation. Ce défi vise vraiment à rallonger la saison agricole. Ceux qui utilisent des solutions qui s'appliquent aux fermes ouvertes, mais l'important, c'est que les solutions qui sont innovantes en matière de production et d'utilisation de l'énergie sont essentielles. C'est
un des problèmes majeurs dans les solutions agricoles en environnement contrôlé. On veut réduire les coûts énergétiques pour les solutions agricoles en environnement contrôlé. Donc, ça peut être un gros plus si vous innovez sur ce point-là. La troisième chose, c'est qu'on cherche des solutions qui sont complètes, des solutions qui sont prêtes à être commercialisées dès la fin du défi. Vous devez être capable de convaincre les juges que chacune des différentes composantes de votre système, votre plan pour réduire les coûts, les éléments qui contribuent à la durabilité de votre plan soient tous imbriqués les uns avec les autres et doivent être prêts à être commercialisés. Finalement, on vise vraiment à avoir des impacts sur la durabilité et la souveraineté alimentaire, qui est un objectif important pour nous. On ne s'attend pas à avoir des impacts à la fin de la phase Shepherd, mais après les 3 ans d'échelonnage de votre plan, on devrait voir des impacts. Donc, en 2029 environ, on devrait être capable de voir, par exemple, des baies ou des fruits que vous pouvez commercialiser, si c'est votre domaine. Et pourquoi les baies ou les petits fruits? Bon, c'est un moyen d'arriver à notre fin. Si vous réussissez à faire des petits fruits, les juges vont vraiment voir la transférabilité de, de votre, euh, de votre solution. Le fait qu'elle peut se transférer à d'autres cultures, c'est vraiment un grand atout pour les juges. Je vais arrêter là et je vais inviter ma collègue Emma Carey qui a surveillé le chat, le clavardage, pour que commence à me lancer ses questions. Il reste beaucoup de temps. On va pouvoir commencer à passer les questions maintenant et on espère qu'on va passer en ordre de priorité. Continuez à ajouter vos questions dans le clavardage. Nous allons essayer de passer à travers toutes les questions. À vous la parole, Emma. Merci, Jeff. Première question est assez commune. Et si quelqu'un n'a pas soumis une demande pendant la première ronde de Spark, est-ce qu'on peut soumettre une demande à la phase Shepherd? C'est une bonne question et j'y passais rapidement au début de la présentation. Le financement à l'étape Spark n'est pas nécessaire pour postuler, pour faire une demande à la phase Shepherd. Et dans plusieurs cas, nos juges et nos experts vont pas savoir, en fait, si vous avez reçu du financement à la phase Spark. Ce n'est pas nécessairement un avantage pour les postulants, pour les candidats. Donc, mais comme j'ai mentionné, le financement à la phase Shepherd est nécessaire pour avancer aux autres étapes, aux autres phases. Merci, Jeff. On a eu quelques personnes dans le clavardage qui ont donné des détails sur leurs entreprises. Ils ont mis des courriels aussi. Donc, si cela peut combler un écart que vous avez dans votre demande, ça peut être utile. Prochaine question, est-ce qu'il y a une limite du nombre de pages pour les CV ou pour les demandes? Oui, il y a une limite. On demande est-ce que vous limitez les CV à 5 pages? Il n'y a pas de plafond sur le nombre de partenaires que vous pouvez avoir au sein de vos équipes, mais on vous demande de soumettre seulement des CV pour 10 membres de l'équipe, les 10 membres les plus pertinentes. Donc, 10 CV maximum et chaque CV jusqu'à 5 pages maximum.
Voilà, c'est de la fonctionnalité dans Smart Simple, mais ça s'applique aussi aux demandes en langue française. Prochaine question ici. Est-ce qu'il est possible d'avoir une entente de non-divulgation avant de signer une entente? Non, nous ne signons pas d'entente comme partie du processus de révision. On inclut on a des dispositions à cet égard en termes de confidentialité plus tard, mais c'est pas à ce point-ci. Non, on n'a pas nécessairement Oui, évidemment, tout le monde est obligé de garder la confidentialité et c'est au sein des institutions, on doit recevoir les informations des partenaires. Donc, il y a des questions, des préoccupations au niveau de la confidentialité. Et donc, c'est inclus dans nos formulaires, dans la rubrique. Vous pouvez toujours les envoyer vers nous si vous avez des questions, des préoccupations en termes de la confidentialité à cette phase-ci. Merci pour ces réponses, Jeff et Lucas. Prochaine question, est-ce que vous pouvez parler davantage sur le besoin d'avoir les IP contribuer? Oui, on a absolument besoin que les donateurs qualifiés, qu'ils ou elles jouent un rôle important dans le projet. On a vu des situations où on a eu des OBNL qui est intéressé de jouer un rôle dans le défi. Ils ont toutes les composantes de la solution dans leur entreprise et ils ont seulement besoin de trouver un donateur qualifié et donc de jouer, de se joindre avec ces personnes pour pouvoir essayer d'avancer les initiatives de l'entreprise. Des gens inadmissibles, des entités inadmissibles peuvent, s'ils reçoivent du financement, ben on peut vraiment tomber dans des situations difficiles avec l'Agence du revenu du Canada. Donc, s'ils encourent beaucoup des coûts, ce n'est pas une exigence absolue ou nécessaire que le donateur fasse des contributions pour la propriété intellectuelle. Les juges vont voir ça comme étant mauvais si ça met en question, en fait, si ces donateurs qualifiés et des contributions importantes. Donc, juste pour résumer, le donateur qualifié ne peut pas juste être là pour, en fait, recevoir le financement. Ils ont besoin de jouer un rôle important pour mener le projet. Bianca avait une question de suivi dans le contexte s'il y a une organisation gouvernementale, ils avaient une vision d'un rôle différent qui n'était pas la création du IP. La création du IP n'est pas une exigence absolue. Si vous pouvez convaincre les juges que le donateur qualifié contribuera de façon significative au projet, qui n'a pas en fait trait à la propriété intellectuelle, c'est correct. Mais s'il faut que ce donateur qualifié joue un rôle significatif, important dans le cadre de ces défis. Merci pour cela, Jeff. C'est une question un peu similaire en termes de partenaires et collaborateurs. Quelqu'un demande, pour être clair, est-ce qu'une partie du budget peut aller aux activités des QD pour être distribuées par eux? Oui, comme j'ai dit auparavant,
les donateurs qualifiés sont les seules entités qui peuvent recevoir directement du financement de la famille, la fondation de la famille Weston, mais s'ils décident d'utiliser une partie de ce financement pour se procurer des différents biens et services des autres entreprises ou d'autres entités, ils ont le droit de le faire, en autant que c'est il n'y a pas de plafond, en fait, autant que la valeur est équitable sur le marché. Donc, vous pouvez utiliser votre jugement pour s'assurer que ces transferts et que toutes les activités économiques vous amènent à relever le défi. C'est la même chose quand on parle d'utiliser du financement pour des dépenses en capital. C'est un peu anormal pour ce type d'organisme que nous finançons, mais vous allez devoir convaincre les juges que cela va vous permettre en fait d'arriver à relever le défi, justement, tout comme n'importe quel article que vous insérez dans votre budget. Une autre question similaire sur cela encore. Est-ce qu'il y a un montant minimum du don qui doit être dépensé par le donateur comparé au collaborateur? Non, on n'a pas d'exigence à cet égard. Une autre question, pour les OBNL qui veulent poser une demande, est-ce que la meilleure voie est de se mettre en partenaire avec une institution, un établissement universitaire? Oui, essentiellement, oui, c'est une des voies, mais c'est une exigence que vous ayez un donateur qualifié, peu importe la catégorie des donateurs, il y en a plusieurs, comme Jeff a mentionné, les municipalités, les entités gouvernementales, plusieurs communautés autochtones sont des donateurs qualifiés. Il y a plusieurs autres organismes de bienfaisance aussi. Donc, cela est une exigence, mais sur cela, voici un besoin que nous voyons souvent chez les partenaires du secteur. Souvent, ils vont chercher justement un donateur pour se joindre à leur équipe et donc on essaie de soutenir ce type de... on utilise Circle. C'est une plateforme où on peut aider à mettre les gens en contact. Donc, on peut toujours passer là-dedans et voir. Donc, est-ce que si vous pouvez mettre un lien dans le clavardage à Circle, on essaie justement de faire les ponts, de créer des liens entre des donateurs qualifiés, des entreprises ou des OBNL ou des gens qui veulent postuler. Donc, vous pouvez nous contacter justement pour on peut vous mettre en contact. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel, comme on a mentionné. C'est défi@westonfoundation.ca. Je viens de publier le lien dans le clavardage pour s'inscrire à Circle, donc n'hésitez pas à aller voir la plateforme. Il y a des gens qui ont déjà publié dans la plateforme, donc s'il y a des gens intéressants, vous pouvez les joindre là-bas. Il y a eu plusieurs autres personnes qui se sont présentées, qui veulent faire du réseautage, c'est merveilleux. Particulièrement, il y a une équipe qui cherche un cultivateur, donc n'hésitez pas à le contacter si vous êtes intéressé par cela. Il y a d'autres coordonnées aussi qui ont été laissées dans le chat également. Voilà la fin de nos questions formelles. Si vous avez d'autres questions que vous voulez poser à Jeff ou Lucas, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Maintenant, c'est votre dernière occasion de leur poser des questions en direct et votre meilleure occasion pour s'y faire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mais je vais peut-être juste passer à quelques questions qui nous viennent souvent. Une question est comment ce défi est connecté avec Loblaws? La réponse est qu'il n'y a pas de connexion. C'est un défi indépendant de Loblaws. C'est la fondation de la famille Weston. Loblaws n'a pas accès
la technologie, on ne partage pas les informations avec les employés de Loblaws. C'est complètement indépendant. Il n'y a aucune connexion entre nos deux organisations à cet égard. Souvent, on nous pose la question de poser les demandes en français ou en anglais s'il y a un avantage. Il n'y a pas d'avantage du tout. Voilà la réponse. Si vous devez soumettre votre demande dans la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, spécifiquement, nous essayons de recruter des réviseurs. On a des juges bilingues, donc il n'y a aucun problème. On va pouvoir être très juste avec des demandes qui sont posées dans les deux langues officielles du Canada. Une autre question que nous recevons souvent, c'est est-ce que l'innovation doit avoir lieu? En fait, on n'a pas d'exigence à ce que le travail au niveau de la phase Shepherd ait lieu au Canada spécifiquement. Nous avons une exigence au niveau de l'agrandissement, l'autre phase après, scaling, ait lieu au Canada. Parce qu'évidemment, nous cherchons des technologies qui soient qui soit en lien avec l'environnement, qui soit a priori applicable à l'environnement canadien. En termes de la géographie à travers le Canada, on veut savoir si vous pouvez utiliser votre technologie un peu partout au Canada ou juste dans certaines parties du Canada. Donc, le défi ici on doit juste répondre aux défis. Donc, ça ne doit pas être pertinent pour toutes les géographies partout au Canada. Donc, c'est plus une question d'admissibilité et de compétitivité au niveau de la phase Spark. J'imagine que les demandes qui sont les plus concurrentielles et qui vont ultimement être acceptées vont être ceux qui vont être applicables à plusieurs environnements et écosystèmes partout au Canada, idéalement même à l'extérieur du pays. Donc, encore une fois, ce n'est pas une exigence que vous ayez cette pertinence large, mais je pense que quand même, ça peut vous donner un avantage en termes de compétitivité si vous avez un élément à cet égard dans votre demande. D'autres questions? Quelqu'un a demandé s'il y a une place sur notre site web où on peut trouver les coordonnées des gens qui cherchent des partenaires. Jeff, c'est possible que je sois plus familier avec cela que vous, mais est-ce que c'est le seul endroit où vous pouvez trouver cela, c'est Circle, et le lien est sur le site web. Et c'est le seul endroit où vous pouvez trouver cela, c'est dans Circle. Vous pouvez nous contacter parce que nous gardons une liste aussi. Donc, défi@westernfoundation.ca. Donc, on a une grande liste que nous recueillons. Donc, n'hésitez pas. Une chose que nous avons fait, c'est d'envoyer des tweets Twitter des gazouillis pour des gens qui cherchent des partenaires, ceux qui cherchent spécifiquement, s'il y a de l'intérêt encore, nous allons continuer à le faire. Nous avons envoyé un courriel pour essayer de mettre les gens en contact dans notre liste de distribution. Donc, si vous êtes intéressé d'être inclus dans ces communications, vous pouvez nous envoyer un courriel avec vos coordonnées indiquées tout de suite, s'il vous plaît, juste pour sauver du temps si ça vous va qu'on utilise vos coordonnées dans ces communications. Sinon, nous allons les envoyer de façon anonyme. Donc, on va continuer à essayer de mettre les gens en contact, mais n'oubliez pas qu'il reste juste un mois à terminer vos demandes, donc on est à court de temps. Toutefois, si vous voulez demander notre aide à vous mettre en contact avec des gens, essayez de nous demander rapidement. Prochaine question, est-ce que vous pouvez aller en plus de détails sur les attentes envers les partenaires de mise en œuvre? Quoi? Nous
finançons seulement les donateurs qualifiés, mais ça ne veut pas dire que nous n'octroyons pas les droits à la technologie. Donc, si vous avez une propriété intellectuelle qui est conjointement tenue par vous et votre collaborateur, nous allons nous assurer que c'est pas grave si si l'entité soit à l'extérieur du pays. Vous décidez. Et ça dépend des équipes d'innovation de diviser la propriété intellectuelle. Nous ne prenons aucune partie de cela. Nous n'avons aucun intérêt dans cette propriété intellectuelle. La seule exigence que nous avons à cet égard, c'est quand il vient temps de vendre les petits fruits qui sont produits par votre système ou les autres fruits et légumes qui sont produits par votre système, vous devez mettre les Canadiens d'abord. Sinon, il faut d'abord aller vers le marché canadien. Je ne parle pas de la technologie. Il n'y a pas de demande, par exemple, en termes des permis sur les technologies. Ça a tout à voir avec le produit alimentaire qui sort de cette technologie. Donc, on veut que les Canadiens aient accès à ces petits fruits rapidement, hein, parce que ce défi a rapport avec la souveraineté alimentaire et d'augmenter notre indépendance au niveau alimentaire et de réduire notre dépendance des importations. Notre prochaine question, est-ce que l'équipement qui est utilisé, est-ce que ça doit être acheté ou loué? Est-ce qu'il y a une différence? On n'a pas de demande spécifique ou de restrictions. C'est aux équipes de décider. Donc, en général, considérer comment vous pouvez utiliser le budget de la meilleure façon et comment extraire le plus de valeur, de plus-value. Et donc, il faut avoir un peu de budget pour d'autres activités. Donc, c'est vraiment à vos équipes de décider de cela. Excellent, merci Lucas. La dernière question ici, c'est est-ce que les groupes qui sont sélectionnés pour la phase Shepherd, est-ce qu'elles vont être partagées ou limitées publiquement d'une certaine façon ou pas du tout? Oui, on va annoncer les groupes auxquels on octroie du financement sur notre site web, mais c'est très général et non confidentiel. Si vous allez visiter le site web, et je vous recommande de le faire, regardez l'information que nous avons publiée sur nos 15 candidats à la phase Spark. Ça va vous donner une idée des informations que nous partageons, le type d'informations que nous partageons sur le site web et au-delà. Ça va vous donner une idée aussi des projets qui ont déjà été approuvés pour le financement et que qui est impliqué et bon l'étendue des projets. Donc ça peut vous guider dans la préparation de votre demande au niveau de la phase Shepherd. Oui, nous réservons le droit de partager des informations vraiment de base sur les personnes auxquelles on octroie ce financement. Je vois que vous avez publié le lien et donc vous pouvez trouver les synopsis des projets qui ont été octroyés qui ont eu du financement à la phase Spark. On trouve effectivement que dans plusieurs cas, on reçoit des questions de la part de personnes qui n'ont pas regardé les informations qu'il y a sur notre site web et les questions qui sont fréquemment posées. Donc vraiment, je vous encourage à y aller. C'est important que vous soyez informé avant de remplir les formulaires et soumettre votre application. Si vous voulez être compétitif dans ce défi, vraiment allez regarder les critères d'éligibilité, les informations à soumettre et les critères. Il ne nous reste plus de questions pour le moment.
C'est la dernière chance si vous voulez soumettre votre question. Et pendant que on attend euh, pour d'autres questions, je pourrais parler de la ligne du temps. Les applications doivent être soumises avant le 20 décembre et la phase d'évaluation des applications euh, va s'étaler à travers 2023. On a des juges qui viennent euh, à Toronto au mois de mars 2023 pour venir en personne et évaluer les applications. Il y aura aussi des entrevues en personne des applicants Shepherd. Vraiment. Donc, si vous vous rendez à ce stade, vous serez invité à une entrevue en face à face. Et suite à cette réunion, nous allons communiquer avec les applicants qui ont été retenus au mois d'avril 2023 et ils seront informés des fonds qu'ils vont recevoir dans les semaines et les mois qui suivent. Une fois que vous êtes informé de votre rétention, on va vous informer par rapport au processus qui va suivre, la confidentialité, les termes, les conditions, vraiment, et toute l'information que vous avez besoin avant de recevoir la première tranche de financement. Donc, la première phase est avant l'étape de l'échelonnage, il y a une phase de 18 mois. Je répète que vous devez recevoir du financement Shepherd pour pouvoir appliquer à la phase d'échelonnage. C'est 20 millions de total dans cette phase d'échelonnage. Et si vous recevez le financement Shepherd, vous avez des grandes chances d'être éligible pour la phase d'échelonnage. On ne laisse personne entrer, en fait, s'ils n'ont pas euh, complété la phase Shepherd. D'autres questions? Oui, on a une question par rapport à l'agriculture et l'engagement du Canada par rapport au changement climatique. Mais pas d'autres questions par rapport aux applications nécessairement. D'accord. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion d'articuler votre question ou de la partager via le chat, ou même si vous avez une question par la suite de ce webinaire, vous pouvez nous l'envoyer par email et on va vous répondre rapidement. On est toujours ouvert à ces types de conversations, que ce soit pour vous mettre en partenariat avec une autre organisation ou que ce soit pour vous donner des conseils. Je peux vous donner un autre conseil qui est que vous avez le droit de parler à nos juges et nos évaluateurs. On a préparé leur contrat de manière à ce qu'ils ont droit de communiquer avec les gens qui vont appliquer pour ce défi. Donc, avant le processus, vous pouvez peut-être avoir des conversations avec les juges, avoir des rétroactions et des commentaires, des réponses à vos questions. Donc, si vous voulez euh, les contacter, vous pouvez nous rejoindre, nous, et nous dire spécifiquement quel juge vous souhaitez communiquer, avec quel juge vous souhaitez communiquer, et on va vous mettre en contact. Encore une fois, par rapport à la souveraineté alimentaire du Canada, comme objectif, on souhaite vraiment que les meilleurs candidats reçoivent ce financement et on va faire tout ce que l'on peut en tant qu'équipe pour atteindre cet objectif. Lucas, est-ce que vous avez des commentaires pour conclure? Non, encore. Pour réitérer, on veut que les soumissions soient de la plus haute qualité. Donc, nous sommes à votre disposition. Si vous avez besoin de conseils, de soutien, vraiment contactez-nous. Bonne chance à tout le monde. Emma, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on conclue?
Non, c'est bon. Alors voilà, de la part de toute l'équipe et de la fondation de la famille Weston, on vous remercie pour toutes vos questions et ça nous fait toujours plaisir de tenir ces webinaires et on a hâte de voir les soumissions pour le 20 décembre. Je répète qu'aucune idée est trop risquée pour nous. Si vous pensez que votre idée est folle, vous allez probablement nous faire plaisir. C'est ce qu'on recherche. On pense vraiment que c'est de cette manière qu'on va pouvoir répondre aux grands défis et renforcer la souveraineté alimentaire au Canada. Un dernier commentaire. Vendredi matin, je ferai une apparition sur un podcast. Nous allons parler de plusieurs des mêmes enjeux. Donc, vous pouvez écouter ce podcast qui sera aussi diffusé en direct. Bonne chance à tous les applicants et à bientôt.